Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal. Nous reprenons cette semaine après une pause d'une semaine avec nos invités. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de sujets dans cette émission dans ce numéro. La menace sur la santé avec les fast-foods que nous mangeons aujourd'hui dans notre pays, surtout dans la capitale. Nous allons parler de Bolloré qui quitte le port autonome de Lomé. Nous parlerons également du séminaire gouvernemental qui s'est déroulé à Kara. Nous parlerons également de l'augmentation du prix du carburant, de la vie chère, du délestage et de la crise dans l'éducation. Avec nous sur ce plateau, il y a deux invités que j'ai réussi à faire venir ici parce que, compte tenu de leur emploi du temps changé ces derniers temps. Il s'agit de Luc Abaki, il est journaliste chroniqueur. Luc, bonjour. Oui, bonjour mon cher ami, bonjour à mon ami de toujours, Ferdinand Haïté. Voilà. C'est un plaisir de me retrouver. Je tenais quand même à m'excuser pour avoir raté à plusieurs reprises l'invitation. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve. J'espère qu'on aura de très beaux échanges. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. En tout cas, voilà, Luc a déjà annoncé le second invité. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour à Luc. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est vrai qu'on reprend aujourd'hui après cette zone de turbulence que nous avons connue. Et voilà, donc nous sommes très heureux de retrouver le plateau et d'échanger avec tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Merci. Voilà. J'espère que le moral, il est maintenant... Oui, bon, on essaie de gérer, voilà. C'est la vie. Je rappelle que Ferdinand, il est le directeur de publication du journal L'Alternative. Nous allons commencer avec un sujet que nous n'avons pas programmé, que nous venons de découvrir avec un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Luc, c'est toi qui disais dans l'une de nos émissions ici que ce sommet-là, ça ne va pas tenir. Oui, c'est vrai, j'avais émis des doutes qui étaient très clairs au départ parce que je trouvais incohérent qu'on puisse initier un séminaire ou du moins une conférence internationale au Togo sur les transitions politiques, sur la bonne gouvernance, sur les pratiques démocratiques, parce que bon, nous ne sommes pas véritablement un modèle en la matière. Et je crois que Jeune Afrique l'a encore dit beaucoup plus mieux que moi, en disant que le Togo n'est pas un pays le plus démonstratif, et en tout cas le plus bel exemple en ce qui concerne la bonne gouvernance, etc. C'est vrai qu'il parlait d'autres choses, mais le simple fait de dire qu'on n'est pas le plus démonstratif suffit largement pour qu'on comprenne qu'en fait, on ne peut pas se saisir d'un dossier dont nous n'avons pas la maîtrise expérientielle. Donc si on avait déjà eu la bonne gouvernance, l'alternance, un certain nombre de pratiques démocratiques avérées, je crois que c'est l'international qui nous aurait fait la cour, mais pas nous qui allions chasser les gens pour organiser un sommet de cette nature. C'est vrai que à partir de l'instant qu'il y a ces genres de difficultés en Afrique de l'Ouest, il faut entreprendre, il faut prendre des initiatives parce que c'est un mal qui persiste et qui a tendance à se métastaser. Mais la question n'est pas dans les théories, dans les discussions, dans les séminaires, mais c'est dans la pratique gouvernementale, c'est dans la gestion de l'appareil directionnel de l'État, dans les méthodes de gouvernance qu'il faut initier des choses qui peuvent servir d'illustration plus frappante et tout. Donc, je n'ai pas été surpris qu'au bout du compte, on soit obligé, je ne connais pas les raisons qui ont milité en faveur donc de ce report, sinon de cette annulation de ce sommet qui devait avoir lieu donc le 21 avril. Mais ce qui est certain, c'est que vraiment nous n'étions pas les mieux qualifiés
pour organiser une rencontre pareille. Merci beaucoup, Luc. Ferdinand, selon toi, est-ce que c'est parce que le Togo n'est pas prêt, n'est pas un exemple en la matière, où ce sont les contingences du moment, notamment la vie chère, qui a contraint les décideurs à reporter ce sommet? Bon, le communiqué du ministre parle de report. Il ne parle pas d'annulation. Ça veut dire que bon, c'est toujours dans les tuyaux. Et nous avions débattu ici avant la longue pause, sur l'opportunité ou non de ce sommet. On parlait de la nature même du régime togolais qui n'était pas vraiment... qui n'est pas le régime indiqué pour organiser ce genre de sommet. On parle de transition politique, on parle de démocratie, on parle de bonne gouvernance. Le Togo n'en a jamais connu. Et donc, on disait ici que c'est comme Pablo Escobar qui veut faire une conférence sur la lutte contre la drogue, quoi. Vous voyez, c'est un peu aberrant. Bon, maintenant que le ministre des Affaires étrangères a sorti un communiqué et a dit que le sommet est reporté, peut-être qu'il y a des raisons qu'on ne nous dit pas. C'est vrai que ce serait quand même un peu surprenant qu'avec tout ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui, la vie chère, les conditions de vie difficiles, le délestage, qu'on dépense encore de l'argent pour organiser un sommet en grande pompe, alors que les Togolais tirent déjà le diable par la queue. Je sais, j'ai déjà lu quelque part qu'on a déjà confié la communication de ce sommet à un grand communicant appelé Richard Attias, celui qui avait d'ailleurs eu le marché de la communication du sommet Afrique-Israël, qui finalement n'a pas pu tenir au Togo. Et donc c'est beaucoup d'argent qu'on injecte dans ces choses-là, alors que le pays est fondamentalement en difficulté, vous voyez. Et donc bon, c'est tant mieux si on a reporté le sommet, parce que c'est l'argent du contribuable qui vont encore jeter par la fenêtre, quoi. On n'en avait pas besoin en réalité. Merci beaucoup. Autre sujet, nous parlerons de Bolloré. Luc, aujourd'hui on annonce que Bolloré lâche le port autonome de Lomé. Oui, c'est vrai. On peut dire enfin. Ben, est-ce que on peut dire enfin? Parce que c'est vrai qu'il y avait des indices. Bolloré avait commencé à avoir des difficultés en Afrique à partir de la France, voilà, à partir des dossiers judiciaires qui ont été initiés, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles il était arrivé au Togo, en Guinée, la façon dont ils ont eu à appuyer les pouvoirs en place, etc. Et donc, toute cette difficulté juridique avait commencé à fragiliser donc le groupe Bolloré lui-même. Donc, on se disait que, oui, ils n'étaient plus en situation, en tout cas, de reluisance dans nos pays. Et puis, même sur le port de Lomé, on a constaté que sa marge avait commencé à être rognée avec la LCT et d'autres partenaires. Donc, les difficultés sont réelles. Et on comprend évidemment que finalement, il a fait l'option de quitter les ports de l'Afrique en général, en cédant donc ce fleuron-là à MRC. Voilà, à coût de, je crois, presque 6 milliards d'euros ou de dollars. Bon. Maintenant, est-ce que nous, en tant que citoyens, disposant d'un port, nous pouvons avoir l'espoir que le nouvel acquéreur pourra travailler dans l'intérêt, voilà, du peuple, c'est-à-dire qu'il y ait des dividendes qui retombent directement dans le panier de la ménagère, en tout cas dans la cagnotte de l'État, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est vrai que je n'ai pas des éléments précis en la matière, mais je n'ai pas souvenance d'avoir appris que depuis plus de 10 ans, où Bolloré, le groupe Bolloré, sinon même pratiquement 20 ans, que le groupe Bolloré est au Togo. C'était depuis 2003 justement, donc bientôt 20 ans. Il a apporté une contribution significative dans l'amélioration des conditions de vie du Togo, en apportant des ressources peut-être au trésor public, etc. Donc, je m'en fous de la nature de l'acquéreur, en tout cas de celui qui gère les activités de manutention au port. J'aurais bien aimé que ce soit une activité qui est menée par le Togo et les Togolais. Mais une fois que c'est encore un partenaire extérieur, il faut bien qu'on nous clarifie les conditions de cession de ces genres d'activités qui constituent quand même les fleurons de l'économie de notre pays, et qu'on nous rende compte de ce qu'ils apportent comme ressources dans
dans la cagnotte, voilà, de l'État. Mais si ce n'est pas le cas, quel que soit l'acquéreur, on sait que lorsque quelqu'un vient en tant qu'investisseur dans un pays, c'est d'abord le profit qu'il recherche. Il appartient justement au pays concessionnaire de mettre les garde-fous, de mettre les conditions nécessaires pour pouvoir maximiser son profit à lui. Alors, si ce n'est pas le cas, on a des raisons de s'interroger. Il faut bien que nos gouvernants nous expliquent, avec cette session-là des droits, quelles sont les clauses qu'il y a autour et qu'est-ce que l'État va gagner en retour, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Ferdinand, est-ce qu'avec le nouvel acquéreur, on peut espérer un lendemain meilleur pour le portement de Lomé, vu ce que Bolloré avait fait? Bon, mais avant d'en arriver là, il faut quand même préciser que Bolloré quitte le port et les rails, la logistique, hein, mais il quitte pas nos pays. Hein. Il est dans nos maisons, il est partout à travers Canal Boss, à travers Canal Boss pour l'Internet, à travers Canal Plus pour la télévision. En Afrique, généralement, une grande partie des Africains possèdent un décodeur Canal Plus, surtout pour suivre les matchs et tout ça. Donc Bolloré est présent dans notre vie quotidienne. Et je pense que c'est un choix qui a été fait juste pour passer de l'autre côté, pour être moins visible, parce que l'activité portuaire suscite tellement de polémiques, il y a tellement de comment vous appelez ça, de scandales. Finalement, Bolloré ne traîne pas des casseroles, c'est toute une cuisine qu'il avait derrière lui, avec des ennuis judiciaires, que ce soit au Togo, au Cameroun, en Guinée-Conakry, un peu partout. Bolloré avait des procès. Il y avait une grogne de la société civile africaine contre Bolloré. Il y a des marches au Burkina pour des histoires de rails, il y a des mouvements d'humeur un peu partout. Et donc, quand vous menez une activité comme ça, où tous les jours vous ne récoltez que des procès et tout ça, à un moment donné, il faut réfléchir. Et Bolloré, c'était quand même le visage de la France-Afrique. C'est pour ça qu'il était combattu, parce que c'est des chefs d'État français qui faisaient des pressions sur nos chefs d'État pour leur céder à Bolloré les cessions. Et on sait très bien qu'au Togo, tout a été fait dans l'opacité, comme lui qui venait de le décrire avec beaucoup de clarté. On n'a jamais su ce qui s'est passé ici avec le groupe Bolloré. C'est comme quelqu'un vient dans votre village, il prend une richesse qui appartient à tout le monde, il exploite. Seul le chef canton ou le chef du village sait ce qui se passe. Les populations ne savent rien. Pourtant, il détruit la nature, il détruit l'environnement, il fait tout ce qu'il veut. Et puis un beau matin, il ramasse ses clics et ses claques. Et puis il part. Il dit, bon, je cède l'activité à une autre personne. Aussi dans la même opacité que dans la première concession. Vous voyez, Bolloré est arrivé au Togo en 2003, dans une session des activités au port de Lomé, et qui n'était pas formelle. Il n'y avait pas de formalisation, ils ont commencé leurs activités sans avoir signé un contrat formel, c'était autant de Yadema, pour une dizaine d'années. Entre-temps, il avait envoyé ici certains de ses collaborateurs, les Dupuis-Dobi, tout ça pour faire le travail, et on a vu comment est-ce que, bon, il y a eu des problèmes entre eux, il a accusé Dupuis-Dobi d'avoir détourné ses actifs pour constituer des sociétés et tout ça. Et donc, ils étaient dans ce conflit-là jusqu'en 2007, quand au sommet Afrique-UE à Lisbonne, en marge du sommet, le président français d'alors, Nicolas Sarkozy, avait interpellé fort sur les intérêts français au Togo. Et donc le Togo avait décidé de se séparer de Bolloré. Et à l'approche de 2010, Bolloré a servi d'instrument de marchandage pour la réélection de Faure Gnassingbé. Donc Dupuis-Dobi a été éjecté de façon rocambolesque. Vous vous rappelez de cet épisode-là ici. On a pris les ordinateurs, on a mis dans un petit avion, on est allé larguer ça en haute mer pour que bon, les disques durs disparaissent et tout ça. Et ça, c'est les méthodes d'un État voyou. Et après, on a signé un avenant à Bolloré le 17 septembre 2009. Et cet avenant prolongeait la durée de la concession à 30 ans. Vous voyez, ça, c'est les éléments du dossier qu'on a parcouru à 30 ans, alors qu'au préalablement, c'était 10 ans. Et donc, on a signé un avenant, 30 ans. Et c'est quand même scandaleux qu'on signe une concession pour 30 ans. 30 ans, vous imaginez? Donc, on a signé 30 ans, personne n'a jamais vu les documents, mais ça a été signé le 17 septembre 2009 pour 30 ans. Et un second avenant a été signé le 24 mai 2010
portant sur la construction du 3e quai qu'on a inauguré avec Tambour, il y avait Yahi Boni, Mamadou Issoufou, je pense à l'époque, et tout ça. Et donc, il y avait eu un second avenant, donc le 24 mai 2010, et l'extension de la concession aussi. Donc le même jour, c'est-à-dire que le 24 mai 2010, il y a eu une seconde convention qui a été également signée entre l'État togolais et la société 3E et SE3M que pilotait Tupi-Dobi. Et donc, cette deuxième convention régularisait les activités qui avaient commencé en 2003, mais qui n'avaient pas de contrat formel. Vous voyez. Et donc, Bolloré avait maintenant la concession de l'activité manutention et des marchandises conventionnelles au port de Lomé. Alors, toujours dans le dossier, on remarque que dans le cadre de cette régularisation-là, la société SE3M, qui est évidemment la filiale de Bolloré, a obtenu de l'État togolais d'importants avantages fiscaux que je peux vous décrire rapidement. SE3M était exonéré totalement des droits d'enregistrement et de timbre relatifs aux opérations d'augmentation de capital social en numérique et sur les mutations d'actifs, non, les mutations d'actions pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Elle bénéficiait d'une TVA 0%. C'est-à-dire elle bénéficiait d'une TVA 0% sur l'ensemble des services de fourniture de travaux liés à la réalisation des programmes d'investissement, d'un amortissement dégressif et accéléré pour les immobilisations et d'une exemption d'impôt sur les sociétés pendant 5 ans. Voilà quelques éléments qu'on retrouve dans le contrat. Et ces documents que je lis là, ces éléments-là sont aujourd'hui dans le dossier judiciaire en France. Vous voyez. Et donc, ça vous donne une idée de ce que nos dirigeants font de nos pays. C'est-à-dire que le monsieur se dit investisseur, on lui donne tellement d'avantages qu'il ne paie même pas de TVA et il est exonéré de beaucoup de choses. Quand il fait ses bénéfices, il ramasse, il sort du pays, il n'y a rien. La conséquence, c'est que c'est ce que Luc a dit. On n'a jamais vu dans la loi de finances la part de contribution de ces sociétés dans le budget national jusqu'à ce jour. Et jusqu'à ce jour, le port autonome de Lomé même, qui est, c'est pas concessionnaire de ces trucs-là, le port évolue à crédit. Le port, pour pouvoir payer même ses employés, prend des crédits dans les banques. Comment est-ce qu'on peut avoir un port autonome, avoir toutes les activités au port et le port même n'a pas d'argent? Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a dynamité tous les secteurs les plus juteux du port, on les a vendus à des amis, on les a concédés à des amis, et on gère tout ça dans l'opacité totale. Finalement, rien ne revient au peuple. Une grande partie va dans la poche de l'investisseur, une autre partie va dans la poche des dirigeants qui sont devenus à la fois des décideurs et des commerçants. Donc, un conflit d'intérêts énorme. Donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, Bolloré est parti. Il part, en tout cas, du port autonome de Lomé et des ports africains. Mais il cède ses actifs à un autre groupe, MSC, qui est déjà au Togo, à travers LCT, dont personne ne connaît là aussi les clauses du contrat. Et donc, autant le contrat de Bolloré, qui a régné sur le Togo pendant 20 ans, était opaque, autant aujourd'hui, la cession des actifs de Bolloré au MSC est aussi frappée d'opacité. Donc, nous sommes en droit, en tant que citoyens, de demander des clarifications, comme Luc le dit. Et donc, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et dire que on a toutes ces opportunités-là, mais les Togolais souffrent dans leur propre pays. C'est quand même dommage. Vraiment dommage, quoi. Il y a quelque chose à ajouter là-dessus? Non, c'est bon, je pense qu'il l'a dit avec beaucoup d'intérêt. Il faut qu'on comprenne qu'en fait, ce qu'on est en train de céder là, c'est le bien du peuple, quoi. En fait, ce n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Il faut un minimum de transparence. Et surtout qu'en retour, on ne voit pas l'impact dans la vie du citoyen. Et pendant qu'on exonère ces étrangers, ces sociétés étrangères qui ne paient pas de taxes, de TVA et autres, là, 0%, au Togo, c'est le prix du carburant qui augmente. Le peuple togolais ou bien les citoyens togolais sont obligés de payer le carburant très cher. Oui, c'est un peu dommage. Oui, c'est vrai qu'on comprend aisément qu'avec la montée des prix du baril à l'international, il fallait bien s'attendre justement à une augmentation éventuelle, à moins que la magie des subventions ne soit d'un certain niveau donné. Sauf que il se trouve dans le contexte précis du Togo, il y a quand même beaucoup
beaucoup de situations, des antécédents, des problèmes qui font que on est obligé de demander justement des comptes. Parce qu'en fait, vous savez, la gouvernance d'État vise en premier l'épanouissement du peuple. Et elle exige forcément un minimum de transparence. Et cette transparence-là se justifie par le fait que ce que les gouvernants gèrent ne leur appartient pas. C'est le bien du peuple. C'est comme si nous sommes ensemble ici à trois, nous décidons de cotiser pour créer une cagnotte en vue de réaliser un objectif donné. Alors, si nous faisons cette cotisation-là, et puis on vous laisse, vous, Isidore, de gérer, on vous le confie, et puis à un moment donné, vous ne rendez plus compte de ce qui est rentré, vous faites ce que vous voulez, et nous, même par nos enquêtes, on se rend compte que il y a des détournements, il y a de l'opacité, il y a des pratiques malsaines qui empêchent la réalisation de notre objectif. Et puis vous ne réagissez pas, et malheureusement, vous continuez à nous demander plus d'efforts, de contributions, etc. On est en droit de se poser des questions quand même. Et je crois qu'en l'espèce, c'est la vraie difficulté que nous avons, parce que l'État crée quand même des richesses. Quand je parle de l'État, je parle du peuple qui crée des richesses, puisque les taxes continuent d'être perçues, et puis même intensifiées, amplifiées, élargies à d'autres secteurs. Et au même moment, on se rend compte que le service attendu de l'État n'est pas à la hauteur. Et donc, conséquence, il y a une sorte de bordel au sein de la société où la vie, les produits commencent à flamber de toutes parts, aucune capacité de contenir, il n'y a pas de méthode de gestion des affaires du pays, il y a une forme d'anarchie où chacun importe les choses de sa manière, il le vend au prix qu'il veut, et tout est par terre. Et là, dans ces conditions, vous augmentez encore les prix des produits pétroliers, bien sûr que le peuple laissé pour compte se doit de vous poser des questions, de s'interroger sur la vocation ou même l'ambition que nourrissent les dirigeants. Est-ce qu'ils sont conscients que leur travail consiste, ou leur mission consiste fondamentalement à travailler pour le meilleur devenir des citoyens, pour leur épanouissement, pour la création de l'écosystème qui permet aux citoyens de s'épanouir et mieux de contribuer comme ils peuvent à la création de la richesse nationale. Si ce n'est pas le cas, mais il faut bien qu'on comprenne alors qu'est-ce que les gens sont en train de faire. Je pense que c'est un peu le contexte qui explique que les Togolais puissent être remontés, puissent poser des questions, puissent demander des comptes à ceux qui nous gouvernent, parce qu'en fait, quand vous êtes bu par un objectif sain, on n'a pas besoin de vous demander des comptes. Vous savez par devoir que vous devez rendre compte et que votre fiabilité ainsi que votre crédibilité ou même votre légitimité dépendent justement de votre capacité à être transparent, à être efficace, à être efficient et à donc donner les comptes qu'il faut au peuple parce que vous avez une redevabilité vis-à-vis de lui. Voilà. Merci beaucoup. Ferdinand, on sait qu'avec l'augmentation du prix de carburant, ça entraîne automatiquement l'amplification du phénomène de la vie chère. Mais quand on pose le problème dans certains milieux, on vous dit que le problème est mondial, la vie chère. Oui, sauf que c'est mondial, mais chaque État essaye d'amortir, de trouver des solutions. C'est ce que Luc venait de dire tantôt. On a vu au Sénégal, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Bénin, il y a des mesures qui ont été prises pour soulager la souffrance des populations. Il y a même des salaires des ministres qui ont été réduits. Il y a des gens, il y a des voyages ministériels qui ont été interdits jusqu'à la fin de l'année dans certains pays. Pendant ce temps, au Togo, on a déjà augmenté les prix des produits, du carburant, avant de dire, on va réfléchir pour trouver des mesures d'accompagnement. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas eu un travail en amont. C'est-à-dire que sur l'ensemble du sujet, c'est-à-dire que le jour où vous avez même déjà pensé augmenter le prix du carburant, c'est le même jour que vous devez discuter des mesures d'accompagnement et les deux décisions devaient être annoncées au même moment. Vous ne pouvez pas venir dire aux gens, là, nous sommes dans la 2e ou la 3e semaine après l'augmentation des prix du carburant, mais on n'a pas encore vu les mesures d'accompagnement urgentes qui ont été annoncés par le gouvernement. Alors, sur la question du carburant, moi, je pense qu'on peut mieux faire. Luc a dit tantôt qu'il y a eu des précédents dans le pays, il y a eu des scandales, il y a eu plein de choses où on a vu comment les gens se mettaient plein de sous dans les poches sur le dos des populations. Mais sur même la structure des prix du carburant, vous vous retrouvez avec une vingtaine de taxes. L'État peut renoncer à certaines taxes. Vous imaginez qu'on paye 2 fois l'entretien routier.
C'est-à-dire que lorsque vous achetez 1 litre de carburant à la pompe, vous payez déjà l'entretien routier sur une taxe. Et quand vous traversez les péages, vous payez encore l'entretien routier. Attendez, l'État pourrait dire, bon, mais sur les deux, je peux renoncer au moins à un. Je ne sais pas si vous voyez. Et il y a des cas comme ça qu'on peut, par exemple, multiplier. Mais l'autre problème, c'est qu'on ne fait de compte à personne. Aujourd'hui, quand vous demandez les fonds d'entretien routier servent à quoi? Personne ne vous dit rien. Mais ceux qui sont des usagers habituels de nos routes savent que les routes sont défoncées partout. Vous prenez la nationale numéro 1 pour aller au nord, vous ne tombez que dans des trous. C'est beaucoup de trous, un peu de goudron, beaucoup de trous, un peu de goudron. Si vous n'avez pas la maîtrise de votre volant, vous risquez de vous retrouver dans un ravin. Et pourtant, sur cette voie-là, on perçoit de l'argent tous les jours. Il y a eu la polémique sur la route de Balimé. Alors qu'on n'a pas encore achevé la route, on continue de percevoir les péages. Et les gens se disent, mais le péage, c'est pour l'entretien de la route. Pendant que vous êtes en train de bitumer la route, pourquoi vous mettez les préfabriqués sur le sol de granit et vous prenez de l'argent? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déplacé le péage. Le péage, là où il n'y avait pas encore le goudron, on n'avait pas encore mis le goudron, pour revenir là où ils ont mis le goudron. Alors que la route n'est même pas encore achevée. Il faut achever la route avant de percevoir le péage. Vous voyez les anomalies dans lesquelles nous sommes. Maintenant, tous ces fonds-là qu'on aspire dans les poches des pauvres populations, on en fait quoi? On en fait véritablement quoi? C'est ça le fond du débat. Et donc, on revient sur la question de la reddition des comptes. Vous voyez, et tant que vous gouvernez un pays comme une épicerie familiale, vous ne rendez compte à personne, vous n'êtes pas redevable aux populations, et quand les gens vous demandent des comptes, vous les arrêtez ou vous les enfermez, et bien évidemment, les gens ont des raisons valables de se poser des questions, de savoir, mais comment est-ce que vous gouvernez tout ce qui nous appartient à nous tous de cette manière-là? Et donc, voilà, aujourd'hui, la situation est difficile pour les populations, elle va s'empirer. Il ne faut pas croire que les choses vont... se calmer. Il y a beaucoup de contingents sur le plan international qui vont compliquer la situation en Afrique et dans nos pays. Et les pays qui ont pris des mesures par anticipation, ou les pays qui ont des gouvernants vraiment qui ont une vision, c'est eux seuls qui pourront amortir le choc, l'onde de choc de ce qui va arriver. Alors que chez nous, on est dans la propagande, on est dans la diversion, on n'est pas dans l'anticipation, on est dans la réaction. C'est-à-dire que on ne peut pas nous dire que par rapport à la guerre en Ukraine, par exemple, que nous avons des ambassades, nous avons des attachés militaires dans les ambassades, nous avons des conseillers économiques dans les ambassades, que nos ministres ou le gouvernement n'a pas eu des rapports d'avance que cette guerre devait vraiment avoir lieu, qu'il y ait une certitude que cette guerre devait vraiment avoir lieu, et qu'une fois que cette guerre est déclenchée, il devait avoir des conséquences sur l'ensemble de l'économie mondiale et donc de nos économies, pour que nos gouvernants soient dans l'anticipation. Alors, les attachés de défense, les conseillers économiques qu'on envoie dans les ambassades, en fait, c'est pour aller augmenter le nombre, ou bien ils font quoi? En réalité, quand vous prenez les ambassades des pays occidentaux ou d'autres pays, les gens là, c'est des gens qui bossent, c'est pas l'ambassadeur qui bosse, c'est eux qui font des rapports, qui envoient des câbles et tout, qui analysent les faits économiques et sociaux dans certains pays, qui savent que ce pays peut basculer à tout moment. Donc les nôtres, on les envoie peut-être parce qu'on veut éloigner certains, on dit bon, on va rester là-bas en Chine, tu te reposes là-bas, tu vas aux États-Unis. Et donc du coup, on n'a pas été dans l'anticipation. Et donc cette crise mondiale a surpris nos gouvernants et c'est maintenant qu'on réfléchit aux mesures à prendre pour soulager les populations. Pendant ce temps, les gens sont en train de mourir, les gens ont des difficultés à manger 2 fois ou 3 fois par jour, tout est cher dans les marchés et c'est ça qui complique la vie de nos populations. Donc c'est vraiment dommage. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, la situation va s'aggraver. Et surtout qu'en Afrique, nous ne produisons pas assez. On n'a pas, depuis les slogans de 1970, autosuffisance alimentaire qui ont été des propagandes des régimes à parti unique, on n'a jamais réussi à produire suffisamment pour nourrir intégralement nos populations. Et parfois, lorsqu'on crée même des structures avec l'objectif de faire des réserves alimentaires, des stocks de sécurité, c'est comme ça ils appellent ça, comme les ANSA, tout ça. Vous voyez que ceux qui gèrent ces boîtes-là deviennent même des commerçants, ils sortent les maïs du pays pour aller vendre dans d'autres pays pour gagner de l'argent. Donc du coup, on est dans une situation précaire et avec la pluviométrie,
qui est plus ou moins difficile ces derniers temps en Afrique avec tout ce qu'on connaît comme changement climatique, on va vers des situations très difficiles. C'est en Afrique qu'on continue de cultiver, de faire l'agriculture en attendant la nature. C'est en Afrique que l'agriculture dépend encore de la nature. Les gens ont déjà dépassé ça. Les gens sont dans je sais pas comment, dans la modernité. Ils vont chercher l'eau là où il faut chercher l'eau et cultiver même en saison sèche. Mais en Afrique, on attend la première pluie pour aller faire les premières semences. Et là, quand la pluie n'est pas arrivée à temps, on a des difficultés. Et donc, le pire reste à venir et c'est ça qui est alarmant. Vraiment, le pire reste à venir. Mais quand on sait que des paniers de pain de la bonne femme au bord de la route disparaissent au passage des jeunes, ou une marmite avec de la sauce disparaisse dans la maison. Donc, oui, mais ça dit que vraiment, ça arrive c'est incroyable. C'est vrai, Ferdinand, c'était le cas de la guerre d'Ukraine qui devrait déjà être connu d'avance, enfin, les prémices de... Non, ce n'est pas dans ce contexte-là seul même qu'on est dans la réaction. C'est-à-dire que le style de gouvernance même se trouve être dans la réaction. On est toujours surpris de façon systématique par les événements. Donc, du coup, on n'a aucune capacité de résilience à l'interne. Tout nous surprend et c'est en ce moment-là qu'on cherche des mesures, on annonce des mesures. Comment vous pouvez m'expliquer que vous avez pris la décision d'augmentation des prix des produits pétroliers dans un contexte de vie chère déjà connu, qui était décrié pendant des mois, et vous n'avez pas été capable de prendre des mesures comme il a dit, mais pire, vous faites sortir 3 ministres du gouvernement, 3 ministres, qui organisent une conférence de presse pour annoncer au peuple de façon solennelle qu'il y a une série de mesures, une batterie de mesures urgentes qui sont prises et donc qui vont être annoncées. Ils ne sont même pas en train de dire, bon, nous allons réfléchir pour voir si on va trouver... On dit que les mesures sont déjà prises, il ne reste que l'annonce. Plus de 2 semaines après, il n'y a rien. Or, vous savez très bien que dès que vous prenez cette mesure d'augmentation, il y a un effet induit qui est incontestable. Alors, pendant les 2 semaines-là, comment la population vit? Comment elle supporte cela? Alors, vous donnez l'impression de subir les événements plutôt que de les gérer, plutôt que de vous donner les moyens de les contenir, de faire en sorte à trouver des solutions idoines à ce qui se passe. Maintenant, quelle est cette complaisance? Comment on peut expliquer qu'il y a eu cette augmentation et jusqu'à présent, les mesures d'accompagnement ne sont pas là? Au même moment, vous avez encore maintenu vos frontières suffisamment bien fermées, pendant que tout le monde dans la sous-région a ouvert. Bon, tout le monde sait que la libre circulation des personnes et des biens, c'est la vocation de la CEDEAO. Et donc, ça veut dire que tout État devait être dans cette dynamique-là. Si, pour des raisons de pandémie, les gens ont été contraints à fermer, au moment où le taux s'est desserré au plan mondial et tout le monde se sent soulagé, on a ouvert de manière à accélérer la mobilisation des ressources des États. C'est en ce moment que vous dites, non, nous, on est souverain, on va ouvrir quand ça, on sera enfin, déterminé, quand on voudra. Or, au même moment, vous avez des urgences. La population continue de décrier la situation de précarité, la cherté de la vie. Il n'y a aucune mesure, vous les annoncez, mais vous ne les prenez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, vous vous foutez, on va dire tout simplement que vous n'avez pas compris que vous n'avez de raison d'être que si la population est là et si elle est heureuse de vous avoir comme dirigeant. Et elle ne peut être heureuse de vous avoir comme dirigeant que dans la mesure où vous manifestez une certaine empathie, une certaine disponibilité à l'écouter et à trouver des solutions au fur et à mesure que les problèmes se posent. Alors, dans toutes ces conditions-là, il y a un problème sérieux de création, en tout cas de compréhension. On a comme l'impression qu'il y a 2 Togos. Un Togo des dirigeants donc, qui sont suffisamment bien, qui ont accès donc, à la cagnotte de l'État et qui peuvent se partager avec le sentiment qu'il s'agit d'un gâteau. Il faut juste positionner des amis qui peuvent en profiter. Et puis un Togo de la population à la base dont la mission est de se sacrifier chaque jour pour créer la richesse que l'autre volet du Togo va utiliser à sa guise. Et dans ces conditions-là, on ne peut pas construire une nation, on ne peut pas avoir la perspective d'évolution d'un peuple. Et donc, on construit quoi alors? Il y a un vrai problème, je crois que la gouvernance d'État exige forcément un devoir de redevabilité, une capacité d'écoute et d'action
d'anticipation, de planification, etc., etc. On a le sentiment que les gens sont dans un pilotage à vue, de façon permanente. Et ça, on ne peut pas le tolérer aujourd'hui, en ce 21e siècle, où tout le monde a quand même accès à l'information. On sait comment les choses se passent un peu partout. Et même le bon sens nous impose de comprendre que il y a du travail à faire. Parce que quand vous êtes un père de famille, dans votre famille, les problèmes se posent. Vous devez pouvoir donner des solutions. Et on ne peut pas comprendre que le père de famille soit indifférent, en tout cas les parents, les aînés, qui ont accès donc au bien, au patrimoine de la famille, et se partagent cela pendant que les enfants, les petits-enfants, tout ça se cherchent. Et ça, c'est chaotique quand même. C'est vraiment chaotique, merci beaucoup. Et comme si cela ne suffisait pas, les Togolais sont plongés dans le noir avec le délassement qu'on ne sait pas. Oui, ça rajoute aux difficultés quotidiennes déjà. Vous savez, on a passé 2 ans à être paralysés par la Covid, surtout le secteur privé, où les gens ont eu toutes les difficultés. Et donc, avec l'espoir de la sortie du Covid, les gens pensaient que les activités vont rebondir. Et on tombe là dans les conséquences de la guerre d'Ukraine. Et maintenant, voilà, le Togo se retrouve dans le délaissage. On pensait que le délaissage était un démon très éloigné, parce qu'on en avait connu dans ce pays. Et puis après, on nous a présenté des projets qu'on a lancés avec beaucoup de bruit. Contour global. Voilà, comme quoi ces projets vont aider à réduire notre indépendance énergétique vis-à-vis des pays. Contour global qui s'est révélé après un gouffre financier pour le pays. Centrale Kekeli, qui à peine achevée, a pris feu. On ne sait même pas si aujourd'hui elle est fonctionnelle. C'est des projets qui ont englouti des centaines de milliards, mais lorsque vous demandez l'avis des spécialistes, on vous dit que c'est des projets qui ont été très mal conçus. Très mal conçu, parce qu'on revient à la même question. C'est-à-dire que c'est difficile aujourd'hui de savoir quels sont les intérêts du peuple togolais, quels sont les intérêts des dirigeants. Parce que derrière chaque projet, il y a toujours les intérêts des dirigeants, puisque les dirigeants sont devenus des commerçants, des businessmen. Ils ne gèrent plus le pays pour l'intérêt commun, mais ils gèrent le pays pour leurs propres intérêts. Et du coup, on conçoit des projets qui sont très mal ficelés et à la fin, qui ne sont plus vraiment adaptés à nos réalités, ou viennent aggraver le problème. Contour global a aggravé le problème de l'électricité au Togo. Le kilowattheure est devenu très cher parce que la CET doit payer tous les jours, Contour global, des centaines de millions pour pouvoir avoir de l'électricité, vous voyez. Et donc on a augmenté les factures. Nous payons l'éclairage public sans avoir des lampadaires dans nos quartiers. Parce que sur les factures, quand vous regardez très bien, on facture l'éclairage public, ils appellent ça EP, et alors qu'on n'a pas de lampadaire dans nos quartiers, on vient d'en rajouter sur les factures la taxe d'habitation. Et donc tout ça, c'est pour assommer les Togolais qui sont déjà très avachis par la misère. Alors, la question du délaissage aujourd'hui a 2 raisons principales, parce que nous avons traité ça il y a cette semaine. D'abord, la SOET, qui est une boîte, je ne sais pas, qui est en train de couler. S'il n'a pas déjà coulé, vous savez, depuis des dizaines d'années, cette boîte a été gérée comme une épicerie de quartier, où ne régnait que la corruption, le népotisme, les marchés gré à gré, le communautarisme. Il faut avoir le courage de dire clairement les choses, et chacun venait puiser ce qu'il voulait à la SOET là-bas. J'avais révélé ici que la SOET, il fut des années, la SOET commandait jusqu'à 100 millions de champagne chaque année pour faire des dons à la présidence, à la primature, tout ça. Alors que la primature, la présidence ont aussi leur budget. Et il y a des lignes qui sont dédiées à ça. Voilà comment on détruit les sociétés d'État. Et généralement, c'est le runard qu'ils achetaient. Vous voyez. Et beaucoup de ceux qui étaient devant ce business à la SOET, eux-mêmes ont ouvert des caves à vin un peu partout à Lomé pour pouvoir aussi vendre aux autres. Vous voyez. Et donc, la SOET, c'est aussi les marchés gré à gré. Qu'on concède aux gens parce que tel est le frère ou le neveu ou le cousin de tel, telle est la femme de tel, qui crée une société, on va à l'appel d'offres, on donne le marché, et les gens vont dans des pays là, ils achètent des matériels non adaptés, des câbles qui ne tiennent pas, des fils qui sont de mauvaise qualité, des disjoncteurs qui ne tiennent pas, des autocoms qui ne tiennent pas, et aujourd'hui quand vous approchez tous les agents de la société, ils vont vous dire
les dernières difficultés, ces derniers jours de la société, sont liées principalement à la qualité de leur matériel. Il y a beaucoup de disjoncteurs qui ont sauté, il y a beaucoup d'autocoms qui ont sauté, il y a des câbles qui ont fondu parce que la charge d'électricité qui a été envoyée était plus forte que la résistance des câbles et qui ont fondu dans les circuits souterrains, qui sont en train de chercher là pour pouvoir résoudre le problème. Vous voyez. Alors, qui sont ceux qui ont commandé ces câbles-là? Qui sont ceux qui ont commandé ces fils? Qui sont ceux qui ont commandé ce matériel défectueux? Et pourquoi il y a ça dans une société aussi stratégique que la société? Vous voyez. Et cette boîte a connu 2 ou 3 directeurs en 3 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on nomme un directeur et qu'il arrive et qu'il met en place son plan d'action pour essayer de redresser la boîte, il y a des réactions communautaristes. Le Togo est géré comme ça. Il y a des gens qui s'organisent selon leur tendance régionale, qui vont voir tel baron, et dit oui, celui qui est arrivé là, il veut nous renvoyer, ou bien il veut nous arracher. Et bon, on va voir au sein du parti, unir, et puis on dit bon, mais c'est qui même qui est arrivé là-bas? Et puis on dit bon, dégagez-le. On met un autre. Il essaie de vouloir faire quelque chose, un matin on le dégage. Donc, il y a eu des directeurs qui ont sauté, il y a eu des conseils d'administration qui ont sauté aussi, avec des gens qui avaient de bonnes intentions de faire quelque chose, de nettoyer la maison, mais ils n'ont pas pu. Et donc là, la société baigne dans l'anarchie totale, sans compter la fraude sur les compteurs. Vous savez que les agents de la société sont ceux qui organisent la fraude dans le trucage des compteurs pour des grandes sociétés ici. Et lorsqu'on doit faire un contrôle, c'est eux qui appellent aussi les responsables de ces sociétés-là. Lorsque le contrôle arrive, de débrancher tel fil, de remettre tel fil, et tout. Donc, aujourd'hui, il faut faire par exemple une enquête pour savoir que coûte la fraude au compteur pour la société et pour le Togo. Parce qu'à la fin, c'est les consommateurs qui payent tout ça. Donc, le dernier sujet, c'est notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. La crise en Ukraine, on revient toujours, a créé une crise énergétique terrible au Nigeria. Or, nous prenons de l'électricité au Nigeria jusqu'à hauteur de 200 à 300 mégawatts. Vous savez? Et donc, le Nigeria lui-même est plongé dans le noir de façon permanente. Et donc, le Nigeria réduit le quota qu'il envoie au Togo, au Bénin. Et donc, cette électricité ou ce courant passe par les hautes tensions de la CEB. Et donc, le Nigeria a mis la pression sur le Bénin pour que le quota qui doit arriver au Togo soit réduit. Et donc, il y a quelques jours, de 250 à 300 mégawatts, on est tombé à 50 mégawatts. Ce qui fait que toute la ville et l'intérieur du pays étaient plongés dans le noir. La semaine passée, ils sont remontés jusqu'à 150 mégawatts envers le Togo. Parce qu'ils en ont trouvé encore un peu, bon, ils ont envoyé un peu. Et ces informations, on les a de la CEB, vous voyez. Et donc, tant que le Nigeria va continuer par rester dans cette crise-là de façon permanente, on ne va pas sortir de la situation. Parce que nous n'avons pas les moyens, là, pour combler le quota qu'ils nous envoient. Bon, on prend aussi une partie auprès de la VERA. La VERA, c'est la Volta Reading Authority, du côté du Ghana. Et donc, c'est ça ce que Luc disait. C'est-à-dire que le pilotage à vue, le manque de vision. Comment est-ce que, depuis 2010, où on a connu les grands délestages dans ce pays, avec tout ce que les dégâts sur le plan économique, on n'a pas pris soin de monter des projets viables pour nous mettre à l'abri de ces difficultés-là. Donc, voilà la situation aujourd'hui. Et donc, si il faut agir aujourd'hui, il faut nettoyer d'abord la société. Il faut nettoyer du fond en comble. Il faut punir les gens. Il faut arrêter la corruption. Vous savez, l'Union européenne et le PNUD, à un moment donné, ont voulu aider nos États pour lutter contre la corruption dans la passation des marchés, à créer des autorités de réglementation, comment ils appellent ça, les RMP, qui se sont multipliées dans les pays francophones. C'est ça. Mais ils se sont rendus compte que la situation est même pire aujourd'hui qu'avant. C'est-à-dire que même l'ARMP, même les ARMP, même sont devenus même donc voilà la situation dans laquelle on se retrouve. Et le citoyen lambda est obligé de subir. Aujourd'hui, les gens... Hier, il y a quelqu'un qui m'a écrit de Dapan pour dire que bon, il n'avait pas le courant. Et dans toute la zone des savanes. Et qu'on avait donné juste le courant dans la ville de Dapan parce que le président et les ministres étaient dans la zone. Mais qu'il n'y avait pas le courant. Vous voyez, aujourd'hui, on est le... Lundi le 11. Voilà, c'est hier que la personne a eu à me contacter. Et dans certaines villes de l'intérieur, les gens n'ont pas l'électricité. Vous voyez. Et donc ça, vous voyez les activités économiques, vous voyez les conséquences, vous voyez ce que cela va agir sur les gens. Donc voilà. Et après, on va nous dire non, que le Togo, sur le plan du climat des affaires, le Togo a des indices, et
que le pays se porte bien. C'est vraiment dommage. Le délestage, c'est un problème vraiment un casse-tête. Moi, je viens de Kara, d'accord. Donc, il vient d'arriver comme ça. Voilà. Donc, j'ai vécu ça directement à l'hôtel. En fait, bon, à l'hôtel Kara, il y a la lumière. Mais en face, en même temps, je vois qu'il n'y a pas de lumière. Je veux dire, c'est coupé. On dit, c'est intempestif ici. C'est-à-dire que quand vous avez le courant, vraiment, c'est une grâce. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'effectivement, nous sommes dans une situation extrêmement fragile, extrêmement précaire. Puisque, en réalité, justement, le séminaire gouvernemental se tenait à Kara, à ce moment-là, ce week-end. Donc, ça veut dire que le Premier ministre, la Première ministre qui était à l'hôtel Kara pouvait se rendre compte de ce qu'il n'y a pas la lumière, par exemple. Donc c'est pour dire... Mais ils ont tout fait pour avoir la lumière dans l'hôtel Kara. Oui, à l'hôtel Kara, il y a la lumière. Oui, ça veut toute la ville. Mais avant d'arriver à l'hôtel, vous passez par la ville. Donc, quand il y a la coupure la nuit, vous savez qu'il y a une rupture de courant. Bien sûr. Donc, pour dire quoi, nous sommes dans une situation extrêmement vulnérable, malheureusement à tout point de vue. On ne peut pas dire que dans ce secteur, au moins, nous sommes performants. Que nous avons pu choisir de prioriser tel domaine où on peut dire nous sommes un modèle. Voilà, même sur le plan alimentaire, nous importons pratiquement tout, y compris le maïs, le riz. Le Togo a importé, j'aime toujours donner ce chiffre-là que j'ai eu de la FAO, plus de 156 milliards de francs CFA de riz en 2019. Ça veut dire que chaque année, ça va crescendo. Imaginez 156 milliards investis dans l'agriculture dans notre pays ici, pour produire ce que le peuple consomme. Moi, je n'arrive jamais à comprendre comment on est toujours on priorise toujours la culture des produits de rente pour nourrir l'économie du Nord, pendant que nous-mêmes, nous ne nous occupons pas de produire suffisamment ce que nous consommons. Au moins, le bon sens indique que même quand vous n'avez pas d'argent, quand vous n'avez pas d'autre chose pour maquiller votre vie, que vous puissiez avoir ce qui alimente votre existence. Alors, sur le plan agricole, c'est quoi qui est fait? À un moment donné, il nous avait été dit ici qu'on a amené des experts qui ont étudié nos sols de Lomé à Saint-Cassé et qu'en fonction de ça, on va programmer les cultures par région. Jusqu'à présent, vous avez vu quoi? Donc, nous avons tellement des effets d'annonce, nous avons tellement de la rhétorique, du bavardage, alors que dans les faits, dans le concret, on a un problème très sérieux. Donc, côté délestage, c'est permanent. La vie de la précarité au niveau de la nourriture à manger, c'est un problème. L'argent ne circule pas. L'eau même, je pense que vous avez indiqué ça à plusieurs reprises, même dans la ville de Kara, à plusieurs reprises, il y a manque d'eau. À Dapor, à Ani et partout. Mais alors finalement, nous sommes indépendants depuis plus de 60 ans. Qu'est-ce que nous avons fait qui peut servir d'exemple? Qu'est-ce que nous pouvons montrer au monde qui puisse dire que oui, au Togo, voilà la référence, voilà ce dont nous sommes capables, voilà l'expertise qui a été développée dans tel ou tel domaine? Quasiment rien. Nous sommes à un niveau, au départ c'était moyen, mais aujourd'hui nous sommes dans la médiocrité permanente. Même dans les performances même de la gouvernance elle-même, que ce soit sur le plan du discours ou de l'action, nous sommes dans la médiocrité. Finalement, nous marchons dans un sens évolutif ou régressif. Parce que le niveau de vie de la population, à mon sens, est en train de reculer. À part donc quelques hauts commis de l'État qui continuent donc d'avoir une aisance manifeste, j'ai comme l'impression que le pouvoir d'achat est en recul permanent. Et donc dans ces conditions-là, alors que la vocation naturelle de toute créature, c'est l'évolution. Comment il se fait qu'on recule à cette allure et que les dirigeants ne s'en préoccupent pas? C'est quand même un peu bizarre, non? C'est inquiétant à mon sens. Oui. Vraiment, c'est bizarre, mais oui. Sur la question du délestage, là aussi, si on ne fait pas attention, et si nous refusons d'être des gens de vision et trouver les moyens pour travailler à doter notre pays de structures capables de nous amener à être indépendants des autres pays, on risque d'avoir des problèmes. Parce que le Ghana, par exemple, auprès de qui nous prenons une part de nos consommations, est en train de connaître une industrialisation très rapide. Bien sûr. Il n'y a pas de jour où vous entendez qu'au Ghana, on installe de grandes usines de production de voitures, de ceci, de ça, et ça, tout ça, ça nécessite de consommer l'énergie. Voilà. Le Nigeria, pareil. Même le Bénin à côté est en train de subir une transformation quand même appréciable. Mais nous, comme Luc vient de le dire, on est dans la stagnation. Même pas, on est dans la régression. C'est-à-dire on est dans la régression et tout le reste, c'est la propagande, c'est le verbiage. On essaye d'allumer
de façon permanente des écrans de fumée. C'est-à-dire pour faire croire qu'on fait quelque chose alors qu'on ne fait absolument rien et que le pays est en train de reculer. Vous voyez. Et donc, si on n'y prend pas garde, il y a des risques que tous les pans de l'économie du pays vont commencer par tomber parce que nous n'avons pas été visionnaires, on n'a pas eu des gens qui ont pris la mesure de la situation. Voilà, on va se retrouver. Parce que c'est quand même révoltant qu'en 2021, qu'on dise que des grandes villes comme Dapaon, Kara, même Lomé, il n'y a pas de l'eau potable. Ouais. Et que des gens ont toutes les difficultés à avoir de l'eau. Je ne sais pas si vous voyez. Les gens ont toutes les difficultés à avoir de l'eau dans certains quartiers pendant des semaines. Et maintenant, c'est l'électricité. Et donc, l'électricité est devenue... une barrière de prestige. Ouais, un truc alternatif. Ouais. Si je peux parler ici, quand on sent que l'autorité vient dans telle ville, on met le courant. Le jour où l'autorité part, on coupe le courant. Comme Luc venait de le décrire. Parce qu'il y avait le séminaire gouvernemental à Kara, la première ministre a logé dans l'hôtel Kara, on a mis la lumière dans l'hôtel. Tout autour de l'hôtel, il n'y avait pas de lumière. Mais en étant dans sa chambre, elle aurait pu apercevoir tout le noir qui l'entourait. Vous voyez. Et donc, c'est ce qu'est devenu notre pays en fait. Et quand on le dit, il y a des gens qui sont choqués alors que nous vivons tous la même situation. Et si nous ne nous réveillons pas, un matin, mais tout le système va tomber. Et quand tout le système va tomber, là, la misère va augmenter et les gens vont se rendre compte que il y avait quand même des gens qui nous prévenaient que le chemin qu'on a pris, on ne devait pas arriver à bon port. Et nous y sommes en réalité, vous voyez. Et tous les pays qui ont de l'anticipation, qui ont travaillé, qui ont de la vision, aujourd'hui, ils sont en train d'amortir le choc. Tout à fait. Les gens qui ont dormi sur leur laurier, ou bien qui ont fait croire aux autres qu'ils travaillent alors qu'ils ne travaillent pas. Quand on était à l'école, ou on était au lycée, il y avait toujours des gars qui faisaient croire qu'ils travaillaient, mais ils ne faisaient rien. Au résultat, ils étaient toujours les derniers. Mais on est dans la même situation. Nous sommes dans un monde concurrentiel. Le Ghana veut faire des grandes routes, veut faire de grands projets, le Bénin veut faire des grands... Tout le monde voit ce que l'autre fait. Et chacun se bat pour vraiment avancer. Et nous, on fait quoi? On se bat pour tourner en rond. Et on se retrouve dans des situations difficiles comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et pourtant, nous ne sommes pas un pays privé de moyens par la nature. Nous avons tout dans ce pays pour vivre heureux et tranquille. Comment se fait-il que dans ce petit pays de 8 millions d'habitants, je doute même si on fait vraiment 8 millions, il y a des gens qui ont pu constituer des fortunes qui dépassent le budget de l'État, alors que ces gens ne sont pas des héritiers, ils n'ont pas créé des usines, ils n'ont rien, juste parce qu'ils ont géré les biens de l'État, et qu'à côté d'eux, il y a des gens qui n'ont rien à manger. Vous imaginez que quand on nomme un ministre au Togo, pour la plupart des cas, s'il est dans un quartier populaire, il déménage pour aller à la caisse. Non, parce qu'il sait qu'il est entouré de misérables. Et qu'au fil du temps, avec le temps, à force de manger bien chez lui à la maison, de boire du champagne et de jeter les bouteilles dehors, ceux qui sont dans son voisinage un jour vont sauter chez lui. Disons de narguer le Donc il préfère aller dans le quartier des privilégiés jusqu'au jour où il n'est plus ministre, il revient dans le quartier. Voilà. Vous imaginez qui peut être fier de ça? Et puis le comble, quand vous parlez même de cette dépendance-là, c'est que je ne comprends pas un problème. C'est-à-dire que c'est quoi notre propriété finalement? Parce que même les sociétés qui sont créées avec l'argent du contribuable, qui sont les sociétés d'État, sont systématiquement privatisées. Ouais. Si elles sont données à des nationaux, de manière qu'ils puissent asseoir une gestion efficiente parce que bon, l'État a été englué quelque part, il n'est plus efficace dans la gestion, on peut comprendre. Vous cherchez les Singapouriens, des gens très loin, des Malgaches, vous leur donnez des postes stratégiques, les sociétés stratégiques de l'État, de manière qu'ils puissent faire évaporer toutes les ressources que vous générez dans le pays. Qu'est-ce qui appartient finalement à l'État? Donc on comprend qu'aujourd'hui, ce qui reste à l'État, c'est de taxer le peuple. C'est-à-dire qu'à tout moment, on vous dit, ben, donner des taxes, il faut multiplier des choses. Je viens de voir un industriel qui me dit, ah oui, on leur dit qu'ils vont augmenter le prix du loyer dans la zone industrielle. Ah oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que l'État suffoque. L'État n'arrive pas à générer de l'argent. Il faut que les dirigeants comprennent que ce n'est pas eux qui créent la richesse. Et je l'ai toujours dit, c'est le secteur privé. En tout cas, c'est la population dans son ensemble. C'est les fonctionnaires. Tous ceux qui travaillent. Voilà pourquoi il faut travailler en fait sur le peuple lui-même. Il faut faire en sorte à lui donner les conditions où chaque citoyen peut donner le meilleur, la meilleure version de sa personne, de manière que sa contribution puisse être plus substantielle, plus conséquente, etc., etc. Maintenant, quand ils mettent un peu des moyens, au lieu d'investir dans les secteurs productifs, dans les secteurs stratégiques, qui permettent alors de booster la création de la richesse, mais cet argent est évaporé, et les gens détournent, il y a de la corruption, il y a la culture des vices
dans le pays et personne ne prend garde. Mais si vous êtes là pour promouvoir les vices, attendez-vous à avoir les retombées de ces vices-là qui sont que, ben, écoutez, l'État est affaibli à tout point de vue, il n'a plus les moyens, il n'a même plus d'interlocuteurs fiables au sein de la population elle-même. Les gens ne sont plus en confiance, donc ils ne s'investissent pas pour le bien commun, et puis voilà, c'est le désordre, et donc c'est comme s'il n'y avait pas une gouvernance d'État. Or, c'est le dynamisme de la gouvernance, c'est la vision, c'est la transparence, c'est la clairvoyance, c'est la communication qu'il y a au niveau de l'appareil directionnel qui peuvent justement provoquer le déclic à la base, de manière que chaque citoyen puisse se sentir concerné par les problèmes de l'État et donc se décide à contribuer. Mais si ce n'est pas le cas, même si aujourd'hui l'État dit qu'il n'a pas les moyens, et les citoyens sont en droit de faire la pression parce qu'ils savent qu'en fait ils ont déjà créé et que c'est parce que vous avez mal géré, c'est parce que vous ne vous montrez pas disponible, empathique vis-à-vis de lui. Donc, c'est comme si vous vous suffisiez par vous. L'impression que nous avons aujourd'hui, c'est que nos dirigeants nous donnent l'impression qu'ils prennent les moyens quelque part et qu'ils viennent. Ceux qui sont dociles, ceux qui sont à son nombre, ceux qui sont respectueux de ce que eux, ils veulent, bon, ils vont leur donner des dividendes. Et puis donc, les autres qui ont tendance à voir trop clair, eh bien écoutez, vous êtes laissés sur le carreau. Et c'est ce qui se passe. Ah, dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas avoir la perspective d'une nation, vous ne pouvez pas promouvoir le vivre ensemble, chacun joue sa partition à sa manière, et puis donc, il n'y a pas de dynamique. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces conditions? Justement, les grands États montrent leur force lorsqu'il y a des crises. Lorsqu'il y a des crises, c'est par votre capacité de résilience, votre capacité, votre lucidité à faire des choix politiques qui tiennent dans le temps et dans l'espace, qui montrent que vraiment vous êtes des gens d'action, des gens pratiques qui ont la capacité de réflexion et d'action. Mais si une petite crise, même venue de l'extérieur, vous envahit et vous êtes déboussolé, vous n'avez de solution à aucun problème. Sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, vous avez des problèmes à tout point de vue, mais ça veut dire que vous n'avez jamais planifié, vous n'avez pas pu faire les semences qu'il fallait, et donc ça devient compliqué. Vraiment, ça devient compliqué. Vraiment, ce tableau, quelques pains, vraiment, ça inquiète. Mais bizarrement, ce sont ces dirigeants-là, dirigeants togolais, qui courent vers les autres pays pour tenter, ou bien pour dire qu'ils ont la solution pour ces pays quant à leur développement. Nous allons revenir sur ce sujet après une courte pause.